Essayer de défendre une thèse a priori contre-intuitive, selon laquelle la visite de Disneyland, et par extension le rapport au film de Disney, mais essentiellement je me concentrerai sur la visite à Disneyland, n'est pas une expérience d'aliénation à la société de consommation, mais au contraire l'occasion de s'en libérer. Peut-être vous est-il arrivé, puisque c'est un peu de ce type d'expérience dont je vais parler, en passant devant une cheminée, de vous demander où ça menait. Eh bien, dans Mary Poppins, le ramoneur a une réponse que je placerai en exergue de mon propos, qui est donc les enfants disent qu'il doit faire noir là-dedans et qu'au-dessus il doit faire encore plus sombre. Et Dick Van Dyke répond, je ne sais plus comment il s'appelle le personnage, Burke, répond: mais au contraire, mes enfants, est-ce que vous savez que c'est le seuil du pays de l'enchantement? C'est un peu cette expérience-là dont je vais parler. Donc, une même représentation du monde se trouve exprimée dans les productions audiovisuelles et dans les espaces aménagés de Disney. Un même ensemble d'idées et de représentations est à l'œuvre dans les deux grands secteurs de sa production culturelle. Un même imaginaire se profile aussi bien dans son cinéma et ses produits dérivés que dans ses espaces aménagés. Le concept d'imagineering, introduit par Disney, traduit cette ingénierie de l'imaginaire à l'œuvre dans l'ensemble de sa production. Selon la plupart des études sur Disneyland, il semble que cet imagineering joue le rôle social d'appareil idéologique transmettant les valeurs d'une société consumériste bourgeoise. À côté des appareils idéologiques d'État définis par Althusser dans le contexte d'une société largement politisée et s'organisant en fonction de valeurs politiques, dans une société comme la nôtre de consommation, cette fonction serait occupée par des appareils idéologiques que j'appellerais récréatifs. La plupart des critiques de Disneyland s'inscrivent dans une perspective fonctionnaliste. Pour elles, il s'agit d'un dispositif aliénant les individus dans les valeurs de la société de consommation. La visite produirait non seulement l'adhésion des visiteurs à une certaine idéologie, mais plus essentiellement encore, les subjectiverait comme étant définis par cette idéologie. Cet effet apparaît de manière peut-être privilégiée dans les parcs, puisque les visiteurs l'expriment immédiatement par leurs actions consuméristes et leurs comportements. Le visiteur du parc vivrait l'idéologie en acte et, en sortant, vivrait effectivement ses conditions réelles d'existence sur le mode imaginaire ainsi expérimenté. Le style transparent du divertissement rendrait naturel l'idéologie transmise et son imprégnation. Serait légitimé le capitalisme comme seul moyen permettant d'atteindre cet idéal. Le visiteur est ainsi aliéné dans une certaine représentation de la vie quotidienne, puisqu'il ne ferait que réaliser et légitimer l'idéologie de la classe dominante. Le visiteur est inclus dans et sur la scène pour être pris dans son rôle. En performant l'utopie Disney, il réalise l'idéologie de cette classe, comme le récit mythique instaurateur de la société dans laquelle il vit. Disneyland serait un dispositif de production et de reproduction de cette idéologie bourgeoise que chaque enfant apprendrait à reconnaître pour s'y reconnaître. L'individu devenant adulte serait temporairement déplacé dans cet espace où s'opérerait avant tout une nouvelle forme de sociabilisation, avant de réintégrer la société lorsque les aptitudes nécessaires pour y vivre, la consommation, seraient acquises. Le discours idéologique que porte le parc, se transmettrait en rendant les visiteurs non pas convaincus par cette idéologie, mais vivant en fonction d'elle. En cela, ce discours implicite a un effet concret. Il ne s'agit pas simplement d'une idée, mais d'un dispositif produisant le visiteur comme sujet consumériste. À lire les critiques de Disneyland comme appareil idéologique, l'efficacité du parc serait de produire ce sujet plus que d'exprimer une idéologie, de produire une idéologie plus que d'en exprimer les contours. Ce discours aurait comme l'effet d'un acte de langage performatif efficace. La critique porte en fait plus sur la capacité de la visite à induire et à transmettre certaines valeurs et certains comportements que sur la manière dont Disneyland exposerait ou présenterait ces valeurs. Selon la logique institutionnelle des actes de langage développée notamment par Pierre Bourdieu dans son commentaire d'Austin, Disneyland serait une institution ayant le pouvoir de diffuser un discours performatif illocutoire dont l'enjeu est moins de convaincre que de produire des comportements.
il y aurait une autorité reconnue du parc et du discours qu'il porte, le rendant efficace. Pour Bourdieu, en effet, les actes de langage performatif sont énoncés par celui qui est investi du pouvoir légitime. Pour que cet acte soit efficace, il faut que l'énonciateur de l'énoncé soit habilité et reconnu à le prononcer. Disneyland peut ainsi être considéré, c'est le cas notamment de Louis Marin, comme une utopie douée de son propre système de coordonnées spatiales permettant de se repérer, différent d'une autre, et dont le hiatus avec la réalité interdirait toute inscription géographique réelle. Cet espace agirait comme un système de déliaison où est créée la distance entre le réel et l'utopie pour créer en acte l'utopie, afin de permettre à ce réel, une fois sorti de l'utopie, de devenir semblable à elle. C'est en ce sens que Marin parle plus précisément d'utopie dégénérée, par opposition aux utopies dont la fonction serait d'être le révélateur critique de l'idéologie hégémonique et non un dispositif de sa reproduction. Il semble cependant qu'il ne s'agisse pas à proprement parler d'une utopie, mais de quelque chose, d'une sorte d'utopie plus précisément, qui aurait un lieu précis, c'est-à-dire ce que Foucault nomme dans un interview une hétérotopie. Les hétérotopies sont des lieux hors de tout lieu, bien que pourtant ils soient effectivement localisables. Disney serait en fait un espace d'initiation que Foucault nomme une hétérotopie de crise, une forme de périple initiatique, plus qu'une rupture vis-à-vis de la société. Ce ne serait donc pas, comme il pourrait le sembler a priori, une hétérotopie de compensation, c'est-à-dire un autre espace réel, aussi parfait et aussi méticuleux, aussi bien rangé que le nôtre est désordonné, mal agencé et brouillon. Ce ne serait pas non plus une hétérotopie de déviation, c'est-à-dire un monde idéalisé où les visiteurs viendraient vivre leur détente, vacances ou évasion. Il ne s'agit pas d'une hétérotopie de compensation, puisque le monde dont il est fait l'expérience est destiné à être le prototype du monde réel, les valeurs transmises ne s'opposent pas à celles du monde quotidien, quand bien même Disneyland serait un espace fermé d'où il faut bien à un moment donné sortir. Ce qui a la forme d'une fiction du réel est vécu sur le mode de la réalité, selon la logique baudrillardienne des simulacres, où la réalité virtuelle de l'imaginaire est en voie de s'emparer de tout l'univers réel pour l'intégrer dans son univers de synthèse sous forme d'un immense reality show, où c'est la réalité elle-même qui vient se donner en spectacle. Baudrillard dit « le réel devient lui-même un parc d'attractions ». En même temps, il ne s'agit pas d'une hétérotopie de déviation, car le loisir aurait une fonction sociale idéologique. La transmission des valeurs de la société se ferait effectivement de manière récréative. Il ne s'agit pas seulement ici d'une tactique fonctionnelle visant à s'assurer la coopération des individus à leur propre aliénation, mais plus profondément d'une logique cohérente avec celle d'une société de consommation et de loisirs fondée sur la jouissance et le bonheur artificiel de la consommation et du loisir. Malgré tout, cet espace récréatif semble ne pas avoir grand-chose à voir avec ceux décrits par Foucault quand il caractérise les hétérotopies. Ce sont alors des cachots, des cellules, des hôpitaux psychiatriques, des prisons, qui semblent à première vue s'opposer aux attractions colorées du parc. Cette différence est cependant accidentelle et non pas substantielle. Disneyland apparaît en effet comme semblable aux maisons closes qu'évoque Foucault. Le lieu semble ouvert, mais est réservé à une certaine pratique. Il semble ouvert au merveilleux, mais ce merveilleux est celui d'un illusionniste qui utilise du carton-pâte et d'autres artifices pour faire croire aux clients qu'ils sont dans un ailleurs et les mener à consommer. Consommer de la prostituée, ou à consommer, dans le cas des maisons closes de Foucault, ou à consommer des cookies, des sabres en plastique, ou ce que vous voudrez. Disneyland serait donc en fait un espace disciplinaire, vraiment au sens foucaldien. Cependant, toutes ces critiques que j'ai évoquées, bien qu'elles soient fondées au niveau de la critique idéologique de la société occidentale contemporaine, me semblent rater un élément absolument fondamental du parc, qui est l'expérience qu'en font les visiteurs, l'expérience qu'en font les enfants, subjective, la manière dont ils le vivent. Il est en effet possible de considérer que l'expérience de visite
telle qu'elle est subjectivement vécue par les milliers de personnes se rendant à Disneyland, est bien celle du merveilleux, et non celle d'un appareil idéologique disciplinaire. Si une analyse fonctionnaliste ne voit que l'aliénation des dispositifs, une autre, attentive aux expériences effectives, verra ces décalages entre la signification fonctionnelle et ce que les acteurs en font, ce que Foucault appelle des résistances. Les visiteurs qui se promènent au gré des attractions et des boutiques, où s'amoncellent des objets divers dans des agencements imprévus et surprenants, croisent d'autres individus qui semblent, comme eux, guidés par d'étranges personnages sortant d'autres mondes, mais qui pourtant sont bien là, se heurtant sur un tas de pierres qui se transforment aussitôt en tombadiennes ou en manoirs hantés. Sur un mode semblable à celui de l'errance dans un passage marchand, décrite par Aragon dans Le Paysan de Paris, quelque chose si marchand et produit par une intention marketing et idéologique soit-elle, est l'occasion d'une expérience merveilleuse. Devant une attraction, un sabre en plastique ou un cookie, agencé à d'autres dans des formes qui semblent miraculeuses, ont une dimension surréaliste. Des termes et des objets ayant habituellement une signification particulière font l'objet d'une réappropriation pour d'autres buts. Comme Le Paysan de Paris, adepte du surréalisme, les objets de consommation deviennent, par exemple, non l'occasion d'un achat et d'une consommation, mais celle de la contemplation des formes produites par leur mise en rayon. Les lumières et les décors ne sont plus la réalisation de la logique aseptisée d'un monde organisé autour de loisirs artificiels pris pour la réalité, mais l'occasion de s'évader en construisant à partir d'eux des histoires féeriques. L'agencement de toutes ces formes, de toutes ces couleurs, produit un sentiment surréaliste. J'entends surréaliste ici au sens du mouvement surréaliste, au sens où Aragon ou Breton l'emploie. Un sentiment surréaliste donc, subvertissant la logique marchande qui a présidé à leur mise en place, en leur donnant une autre signification imprévue. L'organisation du parc ne serait que le support qui permet de s'en échapper. Dans sa fonction sociale consumériste et idéologique, il n'y aurait pas les marchandises étalées, les tapis de fleurs, les files d'attente. Pardon, il n'y aurait que les marchandises étalées, les tapis de fleurs, les files d'attente. Mais tous ces agencements s'animent dans le regard des actions des visiteurs. Ce sont des réalisations de l'agencivité du regard de chaque individu. Il s'agit de la possibilité concrète de vivre dans une forêt enchantée, un océan magique, une ville merveilleuse, un monde à la hauteur des rêves de ses visiteurs. Puisque ces rêves sont performés en faisant que quelque chose rencontré est une hétérotopie merveilleuse, jusque-là imprévisible et imprévue. Cette expérience d'un monde merveilleux et enchanté faite à Disneyland est peut-être semblable à celle que décrit Walt Disney lorsqu'il considère ses films comme la découverte ou la redécouverte de la possibilité d'un rapport innocent au monde qui permette de croire à la réalisation des rêves et des contes de fées. Une telle expérience serait celle que décrit Foucault au début de sa conférence sur les hétérotopies, qui est un passage souvent oublié parce qu'il a été exclu de la version publiée. Il montre à ce moment-là une expérience en décalage avec tout ce qu'il décrira plus tard comme hétérotopie. Je cite, et vous me pardonnerez pour la longueur de la citation. Ces contre-espaces, ces utopies localisées, les enfants les connaissent parfaitement. Bien sûr, c'est le fond du jardin, bien sûr, c'est le grenier, ou encore mieux la tente d'Indien dressée au milieu du grenier. Ou encore, c'est le jeudi après-midi, le grand lit des parents. Eh bien, c'est sur ce grand lit qu'on découvre l'océan, puisqu'on peut y nager entre les couvertures. Et puis ce lit, c'est aussi le ciel, puisqu'on peut bondir sur les ressorts. C'est la forêt, puisqu'on s'y cache. C'est la nuit, puisqu'on y devient fantôme entre les draps. C'est le plaisir, enfin, puisqu'à la rentrée des parents, on va être puni. Les enfants n'inventent jamais rien. Ce sont les adultes, au contraire, qui ont inventé les enfants, leur ont chuchoté leurs merveilleux secrets, et ensuite, ces hommes, ces adultes, s'étonnent que les enfants, à leur tour, aient leur corne aux oreilles. Fin de citation. L'émerveillement des enfants visitant Disneyland peut donner l'exemple d'expérience où le merveilleux résulte d'une telle confrontation de l'imaginaire avec un réel incomplet que l'expérience fait signifier. Se produit un trouble dans l'espace, au sens que se produit dans certains lieux autre chose que ce que leur fonction sociale ou culturelle définit. À Disneyland, l'expérience du merveilleux plutôt que la production d'un sujet consumériste dans des sociétés de loisirs. Dans un lit, sauter, se cacher, nager, jouer, au lieu de simplement dormir.
Ce sont des hétérotopies merveilleuses, par opposition à celles immobiles qui intéressaient Foucault. Si, à chaque place, est généré ou regroupé un certain type de comportement qu'il serait incongru d'avoir ailleurs, mais qui, dans ce lieu en fait normal, les jeux des enfants vont déstabiliser cet ordre. Les criminels ne seront plus en prison, les clowns ne seront plus au cirque, les étudiants ne seront plus à l'université, et Mickey ne sera plus seulement à Disneyland. La matérialisation de l'hétérotopie merveilleuse produit cet espace du merveilleux où chaque porte, chaque pierre soulevée est une telle ouverture qui s'ouvre simplement par le fait que celui ou celle qui produit l'hétérotopie la franchit ou la soulève. Il y a donc un renversement qui est en fait une opposition quasi ontologique entre l'exemple des enfants que prend Foucault pour commencer sa conférence et ce qui sera l'objet de cette conférence, les hétérotopies disciplinaires. Il y a plus exactement une différence de point de vue, de modalité d'analyse de cet objet. Un point de vue fonctionnel, s'intéressant aux fonctions sociales, et un point de vue phénoménologique, s'intéressant à l'expérience de vie, à ce qui est produit par l'agencivité, par les décalages, par les réinvestissements subversifs produits. Je n'ai pas précisé, vous m'excuserez pour le néologisme d'agencivité, qui est une francisation absolument horrible de l'anglais agency, mais je ne vois pas d'autre manière de le traduire. On a pu proposer puissance d'agir, mais ça a une connotation trop spinoziste par rapport à ce que je veux exprimer ici. Si Disneyland, donc, je précise ça un temps, parce que vous allez voir justement quoi ce que je vais dire là va dans le sens d'une agency et pas du tout d'une puissance d'agir spinoziste. Si Disneyland est une institution, un appareil idéologique, ayant comme effet de produire des consommateurs décérébrés, l'expérience qui en est faite les décale selon la logique que Derrida voit à l'œuvre dans le réinvestissement des actes de langage institutionnel. Leur effectuation les décale, de sorte que se produit toujours des résistances au niveau de l'expérience. Non seulement l'énoncé peut être mal compris, mais surtout il est toujours compris dans un nouveau contexte qui détermine la manière dont il est perçu. À un premier niveau, il suffirait de ne pas reconnaître Disneyland comme étant légitime à énoncer un performatif, ou que le caractère performatif de son énoncé ne soit pas reconnu comme tel pour qu'il cesse d'être efficace. En même temps, de manière plus derridienne, et à mon sens plus profonde, le discours performatif de l'appareil idéologique perd sa substance et son contenu même... Pardon, je reprends. Le discours performatif de l'appareil idéologique perd sa substance et son contenu même s'il est reconnu comme étant performativement efficace. C'est bien ce que font les enfants décrits par Foucault, qui font semblant de ne pas savoir que non seulement ils ont reçu le commandement de dormir quand ils se mettent au lit, mais qui en plus font semblant de ne pas savoir qu'un lit sert à dormir et en profitent pour le faire resignifier à leur guise. Plus encore, s'ils reconnaissent la portée performative de l'énoncé, s'ils reconnaissent le dispositif comme performatif, ils comprennent mal son contenu. Il se peut qu'ils doivent avoir une expérience merveilleuse, qu'ils comprennent que cet énoncé performatif produit une expérience merveilleuse, alors qu'ils auraient dû comprendre qu'il était censé produire une expérience disciplinaire. C'est peut-être ce qui arrive quand les enfants voient dans le lit imposant de dormir ou dans le parc imposant de consommer un appel impérieux et irrésistible à faire se produire une expérience merveilleuse. Il s'agit toujours d'un énoncé performatif produit par un dispositif reconnu comme étant habilité à le prononcer. Simplement, on se trompe dans sa signification. On aurait dû sentir un appel impérieux à consommer, et bien à la place, on sent un appel impérieux à vivre dans un monde merveilleux. C'est bien une résistance au pouvoir social présumé d'une Disneylandisation des individus qui se produit. Disneyland ne serait alors ni une utopie dégénérée, ni un dispositif destiné à imposer une idéologie dominante, mais pourrait ainsi être un lieu où l'on retrouve, où on réapprend la possibilité de cette expérience contre la logique disciplinaire d'appareil idéologique. En ce sens, il me semble que l'expérience de Disneyland, que le fait de visiter Disneyland, pourrait être celle même de la liberté. Cornant aux oreilles des adultes incrédules, Disneyland
comme le lit des enfants de Foucault, apprend à ceux qui viennent y jouer qu'il y a des espaces autres merveilleux. S'il en est ainsi, ce n'est qu'au prix de la forclusion de cette possibilité que la fonction disciplinaire et idéologique de cet espace peut se réaliser. En un sens, la critique de Disneyland comme étant un appareil idéologique, au lieu d'y voir ses possibilités de subversion, appartient à une logique où il s'agit de cacher la possibilité même de toute subversion. Il est plus facile de critiquer un appareil idéologique que d'aller y vivre d'une manière qui le subvertit. Si cette critique est le fait d'auteurs s'opposant à la société de consommation bourgeoise, dans une logique baudrillardienne, si vous voulez, ces auteurs ne voient pas qu'il est possible de la déstabiliser et se contentent du constat de l'efficacité de son aliénation dans une double tradition marxiste et bourdieusienne pour laquelle les individus sont prisonniers de ces aliénations dont ils ne peuvent pas sortir, dont ils ne peuvent rien faire. Ce ne sont pas des sujets, en ce sens-là. Dans les deux cas, les enfants et les adultes, se prenant pour des enfants, se feront gronder. Par l'ordre dominant qui impose à chacun de se soumettre à ces appareils idéologiques, et par ceux qui critiquent cet ordre en croyant que toute subversion est impossible. Au cirque, oui, mais justement, les enfants doivent arrêter leur cirque. Au contraire, affirmer la possibilité d'existence merveilleuse, c'est s'inscrire dans une démarche libérale où chacun a une irréductible agencivité par laquelle il se produit toujours en résistance face à un pouvoir qui ne peut l'aliéner. Pour que la visite merveilleuse ne soit pas dangereuse et que le dispositif de subjectivation idéologique fonctionne, ce merveilleux doit être neutralisé, rendu incapable de générer cette expérience. Comme elle existe irréductiblement, l'enjeu est alors de la dévaluer. Ceux qui font les enfants devront être punis. Au mieux, les adultes chercheront à faire de l'hétérotopie merveilleuse une hétérotopie disciplinaire de déviance, où le merveilleux reste bien à sa place, où, le cas échéant, punira ceux qui s'y adonnent, dans la mesure où cette activité est dangereuse et hautement subversive. Si l'appareil idéologique ne fonctionne pas, et si les visiteurs du parc en font bien une hétérotopie merveilleuse, alors il importe que cette expérience ne sorte pas de cet espace circonscrit, qu'en sortant de Disneyland, on retourne à notre vie normale, déterminée par ces appareils idéologiques. Si ce dispositif de cache ne marche pas, la punition doit tomber. Punition qui n'est pas seulement celle des parents, mais également celle de ceux qui considèrent que la vie poétique est une marque d'immaturité ou celle que subit chacun qui, sortant de Disneyland, reçoit l'injonction à retourner dans le monde des adultes. Si les adultes grondent les enfants, c'est sans doute pour ne pas avoir à se souvenir de cette possibilité. Et si les enfants prennent plaisir à ce qui va provoquer le courroux des adultes, c'est qu'ainsi ils deviennent adultes et découvrent la sécurité de l'ordre de l'espace et de l'ordre social. Si les enfants n'inventent jamais rien, c'est que les adultes leur donnent le pouvoir qu'ils ont forclos pour eux-mêmes afin de se définir comme adultes matures avant de le leur reprendre. Car tel est le prix d'entrée dans la société. Les adultes ont abandonné aux enfants le pouvoir d'être heureux. Ils ont abandonné le pays des merveilles à l'utopie qui n'a sa place dans aucun monde et ont créé des hétérotopies disciplinaires et tristes à leur image, au lieu d'en faire un lieu réel et merveilleux comme le lit où jouent les enfants. Une hétérotopie à la dimension d'un jeu d'enfant. Retrouver cette possibilité n'est rien de moins que la condition même de l'exercice de la liberté dans une société de consommation où le spectre de la révolution politique s'est éloigné. Je vous remercie. Merci.